Et si la véritable victoire de la nuit n'était pas celle que tout le monde attendait? Derrière les explosions spectaculaires et les images de combats intenses, la nuit du 20 octobre a révélé un bouleversement silencieux et profond dans la guerre en Ukraine. D'un bout à l'autre du pays, l'armée russe a mené une série de frappes coordonnées et méthodiques contre les infrastructures logistiques ukrainiennes. Odessa, Pokrovsk, Tchernihiv, Dnipropetrovsk. Aucune zone stratégique n'a été épargnée. Ce n'est pas seulement la surface du conflit qui a changé, mais son cœur même. À Pokrovsk, les combats urbains se sont intensifiés jusqu'au centre-ville. Les forces ukrainiennes risquent désormais d'être encerclées. L'étau se resserre et la perspective d'un effondrement local pèse sur toute la défense de la région du Donbass. Plus au sud, une explosion massive a déchiré la nuit dans le port de Youjny, tout près d'Odessa. Le ciel s'est embrasé, témoin de l'anéantissement d'une partie clé des réseaux d'approvisionnement. Cette attaque ne vise pas seulement à détruire des infrastructures, elle cherche à rompre la chaîne de survie de l'adversaire, à frapper là où cela fait le plus mal, là où l'on ne voit rien de prime abord. En quelques heures, la panique s'est emparée de plusieurs régions. Les réseaux sociaux ont été inondés de témoignages de civils, les sirènes ont retenti sans relâche, et l'incertitude s'est installée, créant une onde de choc psychologique bien plus déstabilisante que n'importe quelle avancée territoriale. Ce basculement, beaucoup l'ignorent ou le sous-estiment. Pourtant, c'est lui qui pourrait décider du sort du conflit dans les semaines à venir. Ne pas voir ce changement de dynamique, c'est risquer de mal lire les prochains développements et de sous-estimer les conséquences sur la stabilité de toute la région. Alors, la guerre a-t-elle changé de nature cette nuit-là? Pour le comprendre, il faut revenir sur le déroulement précis des événements et décoder ce qui s'est vraiment joué dans l'ombre. Regardons heure par heure comment cette nuit s'est déroulée et pourquoi chaque frappe, chaque mouvement, portait en germe un nouveau chapitre du conflit. Lorsque la nuit s'embrase, ce n'est jamais seulement sur le champ de bataille. Dans la nuit du 20 octobre 2025, un nouveau seuil de violence a été franchi dans la guerre en Ukraine. Des salves de drones kamikazes, accompagnés de missiles balistiques, ont frappé avec une intensité rare du sud au nord du pays, redessinant le quotidien de millions de civils et bouleversant l'équilibre déjà fragile des lignes de front. Odessa et Youjny sont devenus les épicentres de cette tempête. Les flammes qui dévoraient les entrepôts et les zones industrielles étaient visibles à des kilomètres à la ronde. Leur lueur orange zébrait le ciel jusqu'à l'aube. Les explosions, parfois continues, rappelaient sans relâche l'ampleur de l'attaque. La cible? Avant tout, les dépôts de munitions, les centres logistiques et les infrastructures industrielles qui alimentent l'effort de guerre ukrainien. Chaque frappe semblait viser non seulement le matériel, mais aussi la capacité du pays à soutenir la résistance dans la durée. La panique n'a pas tardé à gagner la population. Les alertes aériennes ont retenti de façon quasi synchronisée dans plusieurs oblasts. Odessa, Dnipropetrovsk, Tchernihiv. En quelques minutes, les réseaux sociaux se sont transformés en une mosaïque de témoignages et de vidéos en temps réel. Les habitants décrivent une nuit d'attente et d'angoisse, rythmée par la sirène, la lumière des incendies et la menace invisible des drones qui rôdaient dans l'obscurité. Derrière le chaos apparent, la stratégie russe vise à briser la chaîne logistique ukrainienne avant l'arrivée de l'hiver. Saboter les réserves de carburant, neutraliser les centres de maintenance, rendre impossible l'acheminement des renforts. Autant de coups portés à la capacité de l'Ukraine à se défendre lorsque les routes deviendront impraticables et les besoins logistiques exploseront avec le froid. Chaque entrepôt en feu symbolise ainsi une guerre d'usure beaucoup plus profonde et structurante que la simple destruction d'un bâtiment. Comprendre cette dimension logistique, c'est saisir l'enjeu véritable de cette phase du conflit. Pour l'observateur extérieur, réduire ces frappes à de simples démonstrations de force, c'est risquer de passer à côté d'une réalité décisive. La victoire ne se joue plus seulement au front, mais dans la capacité à priver l'adversaire de son souffle, de ses ressources et de sa mobilité. Les enjeux sont immenses, pour l'économie, la sécurité et l'équilibre de la région tout entière. Mais au-delà du fracas, au-delà des images spectaculaires qui envahissent nos écrans, il reste une question essentielle. Que s'est-il réellement passé à Pokrovsk cette même nuit? Et pourquoi ce nom pourrait-il, très vite,
s'imposer au centre de toutes les analyses stratégiques. Pour comprendre l'impact réel de cet assaut, il faut se tourner vers Pokrovsk, où la bataille urbaine a pris une tournure inattendue et pourrait bouleverser l'équilibre des forces dans le Donbass. Là où l'on croyait que la bataille se jouait pour chaque rue, c'est l'arrière qui vacille. Derrière les images de combats acharnés, c'est la colonne vertébrale logistique de l'Ukraine qui se fissure, lentement mais sûrement. À Pokrovsk, l'étau se resserre. Les combats ne sont plus cantonnés à la périphérie. Ils avancent jusque dans les quartiers centraux. Les groupes d'assaut russes progressent méthodiquement, s'emparant des points névralgiques tels que les gares, les dépôts et les principaux carrefours. Cette stratégie vise moins la conquête immédiate que l'asphyxie de la ville et de ses défenseurs. La menace d'un encerclement total hante désormais les troupes ukrainiennes retranchées sur place. Le moindre mouvement est surveillé, chaque tentative de repli ou d'approvisionnement devient un pari quasi impossible. L'évacuation des blessés vers l'arrière relève du miracle. Les routes sont soit coupées, soit ciblées par l'artillerie et les drones, tandis que les voies ferrées, longtemps artères vitales pour les renforts et les munitions, tombent progressivement sous contrôle ennemi ou sont méthodiquement détruites. Ce n'est plus simplement une bataille rangée, c'est une guerre d'usure sur la logistique. Sans ravitaillement, sans renfort, chaque garnison isolée voit son moral s'effriter. Les troupes ukrainiennes, soumises à une pression constante, font face à des tensions extrêmes. Des cas de reddition se multiplient, dévoilant la lassitude et l'épuisement psychologique d'une défense poussée dans ses retranchements. Les drones, omniprésents, traquent et frappent avec une précision redoutable. Aucun abri n'est sûr. Chaque déplacement devient un risque mortel. Ce contrôle permanent du ciel par l'adversaire étrangle toute tentative de manœuvre ou de repli. À mesure que Pokrovsk vacille, un effet domino menace la résistance sur l'ensemble du front du Donbass. Si la ville tombe, c'est toute une portion de la défense ukrainienne qui peut s'effondrer, ouvrant la voie à une percée majeure pour les forces russes. Pour les analystes, c'est ici que se joue le point de rupture. Si les chaînes logistiques craquent à Pokrovsk, la dynamique du conflit peut basculer définitivement. Les observateurs, qu'ils soient stratèges, investisseurs ou simples citoyens, surveillent ce secteur comme on scrute la faille d'un barrage avant la rupture. Mais pendant que la tension se cristallise sur Pokrovsk, un autre théâtre s'embrase. Odessa, carrefour vital, devient la cible d'une guerre de l'ombre où chaque frappe compte. Ce n'est plus une question de kilomètres gagnés, mais de lignes de ravitaillement brisées. Désormais, la guerre se joue hors champ, dans le silence des entrepôts éventrés et des gares carbonisées. Les frappes russes visent méthodiquement les stocks de carburant, de munitions et les principaux hubs logistiques, privant l'armée ukrainienne de ses ressources vitales. Dans le même temps, Kiev orchestre une surenchère symbolique. On multiplie les images de centrales électriques fortifiées, de réseaux ferroviaires réparés en un temps record et de générateurs déployés à travers le pays. Ce renforcement ostentatoire de l'infrastructure énergétique ukrainienne n'est pas que de la communication. Il s'agit d'un défi lancé à Moscou, une volonté d'affirmer la résilience nationale malgré le pilonnage. Mais l'Ukraine ne compte pas que sur sa seule endurance. Par la Pologne et la Roumanie, des convois d'armes occidentales affluent sans relâche. Missiles anti-aériens, munitions, pièces détachées, chaque train qui traverse la frontière, chaque convoi dissimulé sous bâche, allonge la durée du conflit et donne à Kiev l'espoir d'inverser le rapport de force. Face à cette arrivée continue, le Kremlin se retrouve devant un dilemme stratégique. Doit-il frapper ses convois avant qu'ils n'atteignent le front, au risque d'élargir la guerre à d'autres territoires, ou bien attendre un effet de masse qui pourrait submerger ses propres lignes? La question n'est pas seulement militaire, elle est diplomatique. Toute erreur pourrait entraîner une escalade incontrôlable. Loin d'être passifs, les Ukrainiens ripostent eux aussi à l'intérieur du territoire russe. Des opérations spéciales, des drones et des missiles ciblent des usines, des dépôts et même des infrastructures énergétiques majeures. Cette spirale d'escalade transforme chaque site industriel en cible potentielle et alimente l'incertitude de part et d'autre. Pour les deux camps, le moral et la capacité opérationnelle ne tiennent plus qu'à un fil.
Les pertes de stock, les coupures de courant et l'incapacité à réarmer menacent d'effondrer l'offensive ou la défense, selon la rapidité avec laquelle chaque armée saura s'adapter. Du côté de la population, les conséquences sont déjà tangibles. Files interminables aux stations-service, rationnement, exode de quartiers entiers, peur de l'abandon. Et à l'horizon, un nouvel acteur se dessine. L'hiver. Les températures négatives, la neige, le verglas compliquent encore la logistique. Les deux camps se lancent dans une course contre la montre pour protéger leurs infrastructures, organiser des stocks de secours et tester la résilience de leur réseau d'approvisionnement. Celui qui perdra la guerre de l'approvisionnement verra s'effondrer sa capacité offensive ou défensive. Pour les civils, cela pourrait signifier des pénuries, des coupures, voire l'abandon de villes entières. Mais dans cette guerre d'endurance, quelques indices cruciaux permettent de décoder l'évolution du rapport de force. Quelles leçons en tirer et sur quels signaux clés faut-il porter son attention pour anticiper la suite? Dans cette guerre de l'ombre, les indices sont partout, à condition de savoir où porter le regard. Oubliez les communiqués triomphalistes ou les images spectaculaires. Ce qui pèse vraiment, ce sont les flux logistiques et énergétiques. Quand des convois de carburant disparaissent, quand des entrepôts de munitions ne sont pas réapprovisionnés, ou quand les réparations de ponts et de réseaux ferroviaires prennent du retard, ce sont des marqueurs clés. Chaque explosion loin du front, chaque rupture de ligne d'approvisionnement, annonce un basculement silencieux dans l'équilibre des forces. Les fortifications qui s'élèvent et les camions de génie civil repérés sur les routes ne sont pas de simples détails. Ils signalent que l'un des camps se prépare à encaisser ou à lancer une nouvelle phase d'offensive. Repérer ces préparatifs, c'est anticiper les prochains cycles d'escalade, bien avant qu'ils ne fassent la une des journaux. Mais il faut aussi savoir lire la guerre de l'information. Chaque message officiel, chaque rumeur amplifiée sur les réseaux sociaux, vise à façonner la peur ou la confiance. Quand la propagande martèle la victoire ou le chaos, le vrai signal se trouve dans la réaction des populations locales. Fuient-elles les villes? Se terrent-elles chez elles? Ou au contraire, se mobilisent-elles autour des nouvelles autorités? Parallèlement, les conséquences s'enchaînent au niveau politique et administratif. L'installation d'administrations militaires, les purges dans les échelons locaux et la course pour contrôler les infrastructures critiques, surtout l'énergie et les réseaux de distribution, sont le reflet le plus tangible de la lutte pour garder ou imposer son influence. Chaque pause sur le front, chaque ralentissement soudain des combats, traduit bien souvent non pas une accalmie, mais une phase d'observation, de recomplètement logistique ou de collecte d'informations. Dans cette guerre d'usure, les deux camps adaptent leurs tactiques. L'un interrompt ses frappes pour reconstituer ses réserves, l'autre profite de chaque moment de répit pour améliorer ses défenses ou préparer la prochaine manœuvre. Surveiller le rythme des frappes et des renforts, c'est lire en creux les intentions stratégiques. Un afflux soudain de troupes, ou au contraire un renforcement des lignes arrières, annonce un mouvement décisif ou une crainte de rupture majeure. Ce sont ces détails, souvent négligés au profit des gros titres, qui permettent de prévoir la prochaine phase. Pour ne pas être pris au dépourvu par un renversement rapide, il faut donc décrypter ces signaux faibles, suivre les cartes logistiques, les flux d'énergie, les mouvements administratifs et la rumeur locale. C'est ainsi que les analystes, les décideurs, mais aussi chaque citoyen soucieux de son avenir, peuvent ajuster leur compréhension et leurs réponses. Ignorer ces indices, c'est risquer d'être surpris par une évolution majeure du conflit, de subir sans défense les prochains chocs économiques ou sécuritaires, ou de miser sur de fausses certitudes. Dans cette guerre d'épuisement, la vigilance n'est pas une option, c'est une nécessité vitale. Mais si nous entrons dans une logique d'épuisement, cela rebat-il vraiment toutes les cartes? Et qu'est-ce que cela implique pour notre perception du conflit et nos propres choix? La vraie bataille ne se joue plus sous nos yeux, mais dans les arrières, les câbles et les silos. Cette nuit du 20 octobre 2025 a peut-être offert des images spectaculaires de frappes et d'explosions, mais le cœur du conflit a déjà changé de terrain. Ce que nous venons de vivre n'est que la partie visible de l'iceberg. Derrière chaque avancée, chaque déflagration, c'est une guerre invisible qui s'intensifie, celle qui vise à couper les veines logistiques, à éteindre la lumière, à bloquer le carburant
et à épuiser la volonté de l'ennemi. L'objectif n'est plus de conquérir à tout prix, mais de briser la chaîne qui nourrit l'adversaire, de rendre chaque mètre avancé plus coûteux que le précédent. Pourtant, ce n'est pas seulement le destin d'Odessa ou de Pokrovsk qui se joue, c'est l'équilibre de tout un front, et peut-être même de l'hiver à venir. Les belligérants misent désormais sur l'usure, sur l'épuisement de l'autre jusqu'au point de rupture. Le silence apparent des arrières est trompeur. C'est là que se dessine la véritable issue. Face à cette mutation, rester passif, c'est risquer de manquer le moment où la tendance basculera réellement. Celui qui comprend ces logiques, qui lit derrière les communiqués et au-delà des cartes de position, a une longueur d'avance. Dans un monde où l'information circule à la vitesse de l'éclair, il est vital d'aiguiser son regard, de rester vigilant et critique. La boucle est bouclée, les lignes bougent, mais la vraie question est désormais ailleurs. Saurez-vous voir où souffle le vent, anticiper le prochain choc? L'avenir du conflit pourrait bien se décider dans le noir, loin des projecteurs.